dans l'histoire traditionnelle des sciences, on accorde en effet le maximum, enfin la tradition veut qu'on accorde le maximum à la créativité des individus. L'histoire des sciences, jusqu'à ces dernières années, consistait essentiellement à montrer en quoi un individu, que ce soit Newton ou que ce soit Mendel, peu importe, avait été effectivement le créateur ou le découvreur plutôt d'une vérité qui était là, inscrite dans les choses et dans le monde, et que personne avant eux n'aurait vu. Le postulat qu'il y a, je crois, qui dort en quelque sorte sous l'histoire des sciences traditionnelles, c'est ceci, c'est que la vérité est là pour être connue et que pourtant l'esprit de l'homme, par la suite, par l'effet d'un certain nombre d'inhibitions ou d'obstacles, n'est pas parvenu à voir cette vérité. L'esprit de l'homme est fait pour voir la vérité et un obstacle contingent l'en empêche. Cet obstacle, ça peut être, eh bien, selon les historiens, les conditions économiques et sociales, ou ça peut être la forme des mentalités, ou ça peut être la crédulité, les vieux thèmes et mythes religieux, par exemple, ou moraux, enfin tout ceci qui constitue comme les obstacles, les écailles sur les yeux de celui qui voudrait voir. Mais en droit, l'esprit est fait pour voir, en droit, l'esprit est fait pour avoir accès à la vérité. Dans cette conception traditionnelle de l'histoire des sciences, d'une part, si vous voulez, on donne toute la créativité à l'individu, qui est en droit possesseur de la vérité, et puis on la lui retire par le système des obstacles qui viennent d'une façon tout à fait contingente l'empêcher de saisir, de formuler, de construire cette vérité à laquelle il a droit en principe. Bon. Alors, moi, le problème qui s'est posé à moi, c'était précisément un peu l'inverse. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on assiste à une grande transformation scientifique? Dans une transformation scientifique, comme par exemple la naissance de la biologie au milieu du XVIIe siècle, ou la naissance de la philologie à la fin du XVIIIe, au début du XIXe. C'est vrai qu'un certain nombre d'obstacles, un certain nombre de préjugés, un certain nombre d'idées toutes faites tombent et viennent à disparaître. Mais ce qui m'a frappé, c'est que une science, au moment où elle naît, non seulement se débarrasse d'un certain nombre d'obstacles et d'obscurités, mais en même temps, elle supprime un certain nombre de savoirs et de connaissances existantes qu'elle occulte, qu'elle cache, comme si elle appliquait une grille nouvelle qui, tout en permettant de faire apparaître des phénomènes jusque-là cachés, cache des connaissances déjà acquises. Donc, une science, le progrès d'une science, l'acquisition d'une science, c'est pas simplement l'oubli des vieux préjugés, ce sont pas simplement les obstacles qui tombent, c'est une véritable nouvelle grille qui cache un certain nombre de choses et du coup fait apparaître. Donc, quand je critique la notion de créativité, je veux dire par là que, en fait, la vérité ne s'acquiert pas comme une sorte de création continue et cumulée, mais comme un jeu de grilles qui s'appliquent les unes sur les autres, cachées. I think in part we're slightly talking in cross purposes because of a different use of the term creativity. In fact, I should say that my use of the term creativity is a little bit idiosyncratic, and therefore the onus falls on me, not on you in this case. But when I speak of creativity, I'm not attributing to the concept the notion of value that is normal when we speak of creativity. That is, when you speak of scientific creativity, you're speaking properly of the achievements of a Newton. But in the context in which I've been speaking about creativity, it's a normal human event. I'm speaking of the kind of creativity that any child demonstrates when he is able to come to grips with a new situation, describe it properly, react to it properly, tell us something about it, think about it in a new fashion for him, and so on. These are
I think it's appropriate to call those creative acts, but of course without thinking of those acts as being the acts of a Newton. It's the lower levels of creativity that I've been speaking of. Now, as far as what you say about the history of science is concerned, I think that's correct and illuminating, and particularly relevant, in fact, to the kinds of enterprise that I see lying before us in psychology and linguistics and the philosophy of mind. That is, I think there are certain topics that have been, what was your word, depressed or put aside during the scientific advances of the, say, past 2 centuries, century and a half. But now I think we can overcome those, or it's possible to put aside those limitations and forgettings and to bring into our consideration precisely the topics that animated a good deal of the thinking and speculation of the 17th and 18th century, and to incorporate it within a much broader and I think deeper science of man that will give fuller role, though certainly not will not hope to give complete understanding to such notions as innovation and creativity and freedom and production of new new elements of thought and behavior within some system of rule and schematism. Those are concepts that I think we can come to grips with. Je crois qu'entre ce qu'a dit M. Chomsky à l'instant et puis ce que j'essaie de montrer, il y a en réalité beaucoup de ressemblances. C'est-à-dire qu'il n'y a en fait de création possible, d'innovation possible. On ne peut, dans l'ordre du langage ou dans l'ordre du savoir, produire quelque chose de nouveau qu'en mettant en jeu un certain nombre de règles qui vont définir l'acceptabilité ou la grammaticalité des énoncés, ou qui va définir, dans le cas du savoir, la scientificité des énoncés. Alors, disons en gros que les linguistes, avant M. Chomsky, ont surtout insisté sur les règles de construction des énoncés et moins sur l'innovation que représente tout énoncé nouveau ou l'audition d'un énoncé nouveau. Et puis, dans l'histoire des sciences ou dans l'histoire de la pensée, on avait beaucoup plus l'habitude d'insister sur la création individuelle et on avait tenu à l'écart, on avait laissé dans l'ombre ces espèces de règles communes, générales, qui sont en œuvre obscurément à travers toute découverte scientifique, toute invention scientifique, ou même d'ailleurs toute innovation philosophique. Des règles non seulement linguistiques, mais épistémologiques, et qui caractérisent le savoir contemporain. Well, I think perhaps I can try to react to those comments within my own framework in a way which maybe will shed some light on this. How is it that we're able to construct any kind of scientific theory at all? How is it that given a small amount of data, it's possible for various scientists, for various geniuses even over a long period of time, to arrive at some kind of a theory, at least in some cases, that is more or less profound and more or less empirically adequate? This is a remarkable fact. And in fact, if it were not the case that these scientists, including the geniuses, if they didn't have built into their minds somehow, obviously unconscious, specification of what is a possible scientific theory, then this inductive leap would certainly be quite impossible. Just as if each child did not have built into his mind the concept of human language in a very natural way, in a very narrowing way, then the inductive leap from data to knowledge of a language would be impossible. So even though the process of, let's say, deriving knowledge of physics from data is far more complex, far more difficult for us, for organisms such as us, far more drawn out in time, requires intervention of genius and so on and so forth, nevertheless, in a certain sense, the achievement of discovering physical science, or biology or whatever you like, is based on something rather similar to the achievement of the normal child in discovering the structure of his language. That is, it must be achieved on the basis of an initial limitation, an initial restriction on the class of possible theories. And the fact that science converges and progresses, that itself shows us that such
initial limitations and structures exist. That is, I don't think that scientific progress is simply a matter of a cumulative addition of new knowledge and absorption of new theories and so on. Rather, I think it has this sort of jagged pattern that you describe, forgetting certain problems and leaping to new theories and so on and so forth. Et transformant les mêmes connaissances. Right. But I think that the explanation for that, so I think one can perhaps hazard an explanation for that fact. And oversimplifying grossly, I really don't mean what I'm now going to say literally. It's as if, as human beings, a particular biologically given organism, we have in our heads, to start with, a certain set of possible intellectual structures, possible sciences. Okay? Now, in the lucky event that some aspect of reality happens to have the character of one of these structures in our mind, then we have a science. And it's because of this limitation, initial limitation in our minds to a certain kind of possible science, it's precisely that provides the tremendous richness and creativity of scientific knowledge. That is, if it were not, it's important to stress that, this has to do with your point about limitation and freedom. If it were not for these limitations, we would not have the creative act of going from a little bit of knowledge, a little bit of experience, to a rich and highly articulated and complicated array of knowledge. It's precisely because of that that the progress of science, I think, has the erratic and jagged and transformational character that you describe. And that doesn't mean that everything is ultimately going to fall within the domain of science. Quite the contrary. Personally, I believe that many of the things we would like to understand, and maybe the things we would most like to understand, such as the nature of man or the nature of a decent society or lots of other things, might really be outside the scope of possible human sciences. Well, I think we have now two questions out of this statement. One question is, if you can agree, Mr. Foucault, do you agree with the statement about a combination of limitation, fundamental limitation? Not a combination. C'est pas une affaire de combinaison. Il n'y a de créativité possible qu'à partir d'un système de règles. Ce n'est pas un mélange de régularité et de liberté. Une liberté ne s'exerce réellement que sur fond et à partir d'un réseau de régularité. Le problème, alors là, que je me pose, et où je ne suis pas peut-être tout à fait d'accord avec M. Chomsky, c'est lorsqu'il place ces régularités à l'intérieur, en quelque sorte, de l'esprit ou de la nature humaine. Je me demande si le système de régularité, de contraintes qui rendent possible une science, on ne peut pas les trouver ailleurs, en dehors même de l'esprit humain, dans des formes sociales, dans des rapports de production, dans les luttes de classe, etc.